Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode d'Aster qui viendra en complément de l'épisode précédent qui était sur un article scientifique. Celui-ci, je préciserai un des concepts qui a été évoqué dans la vidéo précédente, à savoir celui de conditionnement, et de ces deux sous-catégories, le conditionnement répondant ou classique et le conditionnement opérant d'autre part. L'idée avec ça, ce sera de compléter les approches neuroscientifiques, cognitives, psychologiques qu'on avait pu voir, ou celles relevant de la psychologie évolutionnaire, de l'écologie comportementale ou de l'informatique. Là, on va se focaliser sur un terme particulier, sur un concept qui est très impliqué dans l'apprentissage, le conditionnement. Le conditionnement, il faut savoir que c'est un concept qui est issu du behaviorisme, donc comportementalisme en français. Et ce courant de pensée, il a émergé au XXe siècle, d'abord aux États-Unis avec des noms un peu connus comme Watson, Pavlov, Skinner. J'en ai vu un autre qui s'appelle Thorndike, je ne sais pas comment on prononce. Donc voilà, des gens qui ont travaillé sur le sujet pour essayer de mettre en avant le fait qu'on peut observer des comportements qui, s'ils sont suffisamment répétés, vont être appris et donc mémorisés, capables d'être reproduits. Pour illustrer le conditionnement, laissez-moi vous lire deux petites histoires. Un bruit de vibration se fait entendre sur la table du salon. Par réflexe, vous attrapez l'objet, vous glissez le doigt sur l'écran et puis vous regardez. Ah, ça fait émerger en vous une pensée agréable. C'est le visage d'un proche qui est apparu devant vos yeux dans votre théâtre mental. Bzz, bzz, bzz. Ça y est, de nouvelles vibrations. Vite, 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 il faut aller attraper l'objet. Encore une fois. Hop, glissez le doigt. Regardez. Ah, ce coup-ci c'est maman. Ce coup-ci c'est un proche. C'est le gars, la fille que j'ai rencontré la veille et qui avait un certain attrait à mon goût. Vous avez tellement répété ce geste, attraper, déverrouiller, regarder, que maintenant c'est devenu un quasi-automatisme. Vous n'y faites même plus attention. Et pour une projection dans un univers virtuel auprès d'un de vos proches, que ce soit dans le passé via les souvenirs ou dans le futur, il y a une projection vers l'avenir, eh bien, vous adorez vous y replonger et comme ce comportement est récompensé, comme ça vous fait du bien, eh bien, vous l'avez petit à petit ancré comme une habitude et c'est devenu un comportement conditionné. La condition, c'est le stimulus qui est la vibration et le comportement réponse, c'est attraper, déverrouiller, regarder. Autre histoire, un peu plus tragique celle-ci. On se situe dans un buffet. C'est le soir, c'est sur le lieu de travail, il y a du monde, on n'est pas vraiment à l'aise. On fait son petit cheminement à travers la nourriture, les boissons, tout ça. Mais on connaît personne, alors il va falloir initier la conversation. Sauf qu'à ce moment-là, se fait sentir un stress, une gêne, quelque chose qui nous met dans l'inconfort. Alors là, première solution, ok, on file aux toilettes. Allez, 5 minutes, 10 minutes. Ok, ça commence à faire long là. Donc, on revient sur les lieux du crime, on revient dans l'espace où est le buffet, et puis là on se dit, allez maintenant, il va falloir y aller. Toujours personne de connu, alors voilà, je grignote un morceau, je bois un petit peu, c'est cool, très sympa, mais j'ai encore rencontré personne et j'ai encore initié aucune interaction. Je stresse, je m'ennuie, j'ai peur de ce qu'on pourrait dire de moi, bref, je suis gêné, alors hop, vite, j'évite, et hop, je m'enfuis. Alors, conditionnement opérant, conditionnement classique, pas conditionnement du tout. Vous voyez, ces situations que j'ai voulu assez concrètes et que vous avez peut-être déjà vécues, qui ont pu m'arriver à moi, eh bien, ce sont des apprentissages qu'on a eus. Alors là, j'ai mis des comportements qui relevaient d'un ensemble de stimuli assez complexes et assez variés. On ne peut pas identifier un seul stimuli, mais c'est l'agrégation de toutes ces stimulations sensorielles, la foule, le bruit, l'inconfort, les émotions ressenties, qui font qu'on adopte ce comportement d'évitement, par exemple. Le conditionnement, il y en a deux types, comme je l'ai dit. Il y a le conditionnement classique ou répondant, ou des fois on dit le conditionnement de type 1 par opposition au conditionnement de type 2 qui est le conditionnement opérant. Et alors le conditionnement de manière générale, c'est la survenue d'un comportement sous certaines conditions. C'est dans le mot conditionnement sous certaines conditions. Et le processus, c'est le suivant. Un ensemble de stimulations sensorielles, visuelles, auditives, olfactives, tactiles, tout ce qu'on peut capter par les sens, un ensemble de stimulations sensorielles va venir nous impacter, nous impressionner dans un certain sens et va générer en nous un comportement, une suite
d'action. Le conditionnement répondant, c'est une association stimulus-réponse. Donc, je capte des stimuli et j'adopte une réponse comportementale. Et elle est le résultat d'une co-occurrence répétée, donc d'un événement. Le stimulus et le comportement ont été associés de manière répétée, ce qui fait que maintenant, dès qu'on a le stimulus, eh bien, on adopte à nouveau ce comportement. Le conditionnement répondant ou classique, il sera très automatique, très mécanique, des comportements quasi réflexes. C'est l'exemple assez connu du chien de Pavlov, celui qui a la salive qui coule au bord des babines quand il entend une cloche qui sonne. Et ces conditionnements-là, on peut considérer qu'ils ne sont pas médiés par le cerveau, dans le sens où ils ne sont pas véhiculés, dans le sens où les signaux nerveux ne sont pas forcément véhiculés jusqu'au cerveau et redescendent jusqu'au muscle qui opère l'action, jusqu'au muscle qui effectue l'action. Donc on dira qu'il n'y a pas d'efférence du cerveau descendant vers les muscles, donc de top-down. Et ces conditionnements répondants, ils peuvent très bien être gérés de manière locale par des systèmes à la périphérie de notre système nerveux. Ça passe simplement par la moelle épinière, c'est ce qu'on appelle les arcs réflexes. Un arc réflexe, c'est un stimuli qui vient nous percuter, entre guillemets, et qui opère des transformations, message nerveux allant jusqu'à une certaine opération de traitement du message nerveux, et possiblement ça redescend jusqu'au muscle pour effectuer une action. Le conditionnement opérant, lui, il est quasi identique au conditionnement classique. Il a juste une différence au niveau de comment se construit l'apprentissage et comment est sélectionné le comportement. Pour le conditionnement classique, on n'avait pas vraiment de critères particuliers, alors que pour le conditionnement opérant, il suffit de s'en tenir aux récompenses et aux sanctions qui sont reçues lorsqu'on est en train d'effectuer le comportement. Donc la logique, c'est la suivante. Le comportement qui est fait s'il est récompensé, c'est-à-dire s'il va activer le système de la récompense, la dopamine et tous les neurotransmetteurs associés, s'il y a ça, alors ce comportement a des chances d'être reproduit à l'avenir. Là où s'il est sanctionné, s'il aboutit à une désactivation du système de la récompense, si on peut dire ça comme ça, ou à une inhibition des neurotransmetteurs associés au système de la récompense, ces comportements-là seront défavorisés, seront éliminés ou diminués. L'idée, c'est que avec le conditionnement opérant, le système de la récompense est mobilisé et les comportements qui sont associés à une récompense, ils vont être conservés, leur probabilité va être augmentée, leur probabilité d'apparition va être augmentée. Et pour les comportements qui seront sanctionnés, qui désactiveront le système de la récompense ou qui l'inhiberont, pour cela, ils seront diminués, ils seront éliminés ou on les verra apparaître moins souvent. Et alors là, la question qui vient, c'est de se dire, ok, c'est bien joli tout ce conditionnement, mais en quoi ça intervient dans nos apprentissages? Les plus rapides d'entre vous auront vu que l'apprentissage, il nécessite une répétition, et que là, on voit que le conditionnement, il nécessite aussi une répétition, donc c'est ça qu'ils ont en commun. La question qui se pose alors, c'est de savoir, est-ce que le conditionnement est une forme d'apprentissage, dans le sens où il est parfois non conscient, il n'est pas forcément délibéré, et dans ce cas-là, est-ce qu'un apprentissage, c'est forcément délibéré? Alors, il y a des définitions assez larges qui prendront en considération les apprentissages qui ne sont pas délibérés, dans le sens où on n'y a pas consciemment pensé, on ne les a pas développés de manière consciente. Et il y en a d'autres qui diront, non, l'apprentissage, c'est ciblé pour les processus où on a conscience de ce qu'on est en train de faire, où on a délibérément agi d'une certaine manière. Et en arrière-plan de ça, ça pose les questions philosophiques de savoir, est-ce qu'il y a une volonté possible? Est-ce que la délibération, le libre arbitre existe? Mais ça, c'est des questions liées au déterminisme et on n'abordera pas ça ici. Ça serait très intéressant, mais ce n'est pas l'objet ici. Et ça pose également la question de pourquoi certains comportements sont associés à des récompenses et d'autres sont sanctionnés, associés à des punitions. Et ça nous amène aux théories darwiniennes ou à la psychologie évolutionnaire ou la biologie évolutionnaire, parce que ça nous amène à nous demander pourquoi tel comportement est récompensé. Est-ce que ça pourrait être une sélection qui nous a amené à récompenser les comportements qui favorisaient notre survie? C'est une possibilité. À ce stade-là, on peut se dire, ok, on voit comment fonctionne le conditionnement, qu'il soit répondant ou opérant. Comment on fait pour s'en débarrasser, pour le changer, pour agir délibérément dessus? Puisque ça, c'est une des choses qui nous intéresse, c'est de nous dire, ok, on a peut-être des apprentissages de ce type qu'on n'a pas choisis et on aimerait bien les modifier.
Suivant si c'est pathologique ou non pathologique, ça va nous amener sur différentes activités que vous connaissez peut-être. Alors il y a une partie pour les aspects pathologiques qui sont tout ce qui est relatif aux thérapies cognitives et comportementales qui se servent de ces théories sur le conditionnement et bien d'autres. Là j'ai laissé de côté tout ce qui était relatif à la représentation mentale qui est associée à ces comportements. Les théories cognitives et comportementales, elles se servent du conditionnement opérant pour remanier les différents comportements qu'on a pu apprendre et répéter de manière inconsciente, involontaire par le passé et qui depuis sont devenus des habitudes cristallisées qui nous dérangent. Évidemment, je parle ici de comportements qui nous dérangent et qui sont pathologiques dans le sens où ils nous handicapent d'une certaine manière ou ils nous créent des troubles ou des problèmes au quotidien ou à certaines occasions. Et que ce soit les TCC ou d'autres approches, issues du développement personnel, issues du coaching, issues d'autres méthodes de la psychologie, pour nous faire changer nos habitudes, nous transformer, eh bien toutes ces méthodes-là, elles utilisent à peu près le même processus qui est d'aller modifier cette association entre les stimuli extérieurs et le comportement qu'on a adopté en réponse et qu'on a appris et qu'on n'est plus capable de modifier et qui se répète de manière plus ou moins réflexe, plus ou moins automatique. Pour modifier nos comportements qui ont été cristallisés avec l'habitude, il y a 2 gestes essentiels qui sont intéressants à mener. Le premier, c'est de s'observer via une démarche réflexive. Comme dans un miroir qui nous réfléchirait notre reflet, notre image, eh bien là on va faire pareil, on va aller se regarder via une introspection par exemple à travers nos souvenirs. Donc regarder comment on a agi, comment on a réagi, comment on a pensé, quelles ont été nos émotions. Tout ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de bien cerner comment on fonctionne. Dans le même esprit, on peut aussi faire une introspection ou une rétrospection via des aides extérieures. Alors les aides extérieures, il y en aura de 2 types. Il y aura les aides extérieures humaines, demander du feedback à ses pairs, demander des retours pour qu'ils nous disent voilà comment tu te comportes, voilà comment dans telle situation j'ai l'impression que tu te comportes. Évidemment, ils auront leur filtre à eux, ils auront une pensée qui aura été biaisée et orientée vers leur prisme de lecture, vers là où ils focalisent leur attention, mais c'est déjà une première ébauche de comment vous fonctionnez et des types de conditionnement que vous pouvez avoir. Et la deuxième manière, c'est d'utiliser une aide externe qui est technologique. Donc là, c'est s'enregistrer en vidéo, avoir un enregistrement audio, par exemple, qui peut nous retranscrire comment on s'est comporté et nous mettre en évidence, encore une fois, certains conditionnements répondants ou opérants. Avec la vidéo, le gros avantage, c'est qu'on peut répéter la lecture et qu'on peut s'observer encore et encore de manière plus fine et précise pour voir quelles sont nos habitudes, nos comportements cristallisés. Et le deuxième geste qu'on peut faire pour modifier ces associations stimulus-réponse, eh bien, c'est d'aller pratiquer, d'aller s'entraîner pour qu'ils deviennent différents, pour soit les remplacer par une autre association, soit les atténuer, soit on remplace par une autre association stimuli-réponse, soit on élimine cette association, on la casse. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes, j'en ai trouvé 3 qui sont assez explicites, le contre-conditionnement et 2 versions quasi identiques d'une même facette, la désensibilisation et l'immersion. Le contre-conditionnement, c'est ce que je vous ai dit, qui consiste à remplacer une association stimulus-comportement par une autre association. Donc ça va être stimulus, mais au lieu du comportement A, on aura le comportement B. Et pour ça, il faut s'exposer de manière régulière au stimulus en associant le comportement désiré, le comportement B. Et ce comportement, qui doit être incompatible ou concurrent avec le comportement A, va petit à petit le remplacer. On voit qu'ici, c'est une pratique très délibérée. C'est celle qu'on peut voir des fois dans des thérapies de type cognitive ou comportemental ou d'autres types de thérapies. Et ça peut nous amener à remplacer, par exemple, une réaction de stress, notamment par exemple en face d'une foule, ou en présence d'un certain animal, ou en présence d'autres objets qui nous font peur, remplacer cet état de stress par un état de relaxation, par un comportement qui nous va bien, donc de la respiration ou d'autres types de comportements qui sont pas du tout désagréables, voire même agréables. La désensibilisation et l'immersion, ce sont 2 faces d'une même pièce à des degrés d'intensité différents. La désensibilisation, c'est l'exposition à un stimulus lorsqu'il est atténué, diminué à un seuil qui est suffisamment bas pour qu'il ne génère pas le comportement-réponse. Et en s'exposant de manière répétée et avec une intensité de plus en plus forte ou une durée de plus en plus élevée, on va comme ça se rapprocher du stimulus
naturel, entre guillemets, du stimulus brut, et il ne générera plus le comportement. La désensibilisation, entre guillemets, c'est une espèce de vaccin au niveau psychologique. Donc ça, c'est la désensibilisation. Et l'immersion, c'est la forme un peu bourrine de la désensibilisation, c'est on s'y expose au stimulus dans son entièreté et on voit si on arrive à s'y adapter. Alors celle-ci, je ne la recommande pas forcément, parce que si c'est des phobies ou des choses comme ça peut générer énormément de stress ou des sensations très désagréables. Mais enfin, ce sont des choses qui peuvent avoir leur effet aussi. Si ces dernières approches, elles fonctionnent, elles montrent qu'il y a d'autres aspects que juste le stimulus et la réponse. Parce que là, on voit qu'il y a tout un champ autour des représentations associées au stimulus, associées au comportement. On voit qu'il y a tout un champ de représentation qui peut influer sur le résultat final, sur l'association entre les stimulations et le comportement, sur les différents comportements qu'on va pouvoir adapter. Donc ça, c'est aussi tout un pan que je n'ai pas abordé ici et qui pourrait être très intéressant et là qui nous ramène beaucoup plus vers les aspects cognitifs, là où j'ai beaucoup ici traité du comportement parce que le conditionnement, qu'il soit répondant ou opérant, c'est issu des théories du comportementalisme et c'est pour ça que j'ai beaucoup focalisé sur ça aujourd'hui. Bon, et maintenant que vous avez creusé avec moi la partie théorique des conditionnements, c'est à vous de jouer, essayez de le faire en pratique, allez à la recherche de vos conditionnements, enquêtez, analysez les différentes associations entre des stimulations et des comportements que vous avez, et s'ils sont dérangeants, allez-y, faites ce qu'il faut pour les changer. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu. Encore une fois, on est sur des concepts de bas niveau. Ici, on est sur les comportements de base. On n'a pas encore élaboré sur les comportements complexes. Vous avez vu que j'ai fait une grosse partie sur l'apprentissage des connaissances. Là, avec la lecture de l'article et cette vidéo, je commence à m'orienter un peu plus vers les comportements, donc la mise en action, c'est-à-dire que les connaissances, c'est toute la base pour pouvoir se représenter le monde. Et là, l'idée maintenant, c'est d'aller de plus en plus vers des actions motrices, vers des gestes et des suites d'actions, donc des comportements ou des savoir-faire. Et l'idée, ce sera d'aller voir un petit peu comment on peut les apprendre de manière délibérée pour atteindre certains buts, par exemple. Donc je vous laisse mettre en commentaire des réflexions, des corrections, si jamais il y a des choses que j'ai dites qui étaient un peu erronées. Si vous avez des exemples de conditionnement que vous avez, n'hésitez pas à les mettre. Ça peut toujours aider d'autres personnes à voir ce que c'est qu'un conditionnement. Moi, j'en ai donné 2 exemples et c'était déjà, je pense, assez illustratif. Mais voilà, on est une communauté apprenante, donc n'hésitez pas, vous aussi, à partager vos expériences. Et puis comme d'habitude, vous faites marcher le référencement, vous pouvez mettre un petit like, abonnez-vous si vous pensez que les prochains contenus ils vont vous plaire, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes aussi à qui ça pourrait plaire. Je sais que c'est du contenu un peu de niche et un peu technique, mais enfin, je pense que c'est assez informatif et assez instructif pour que ça puisse plaire à certaines personnes, en tout cas à des personnes qui veulent se transformer ou qui veulent aider les autres autour d'eux à se transformer. Je n'ai pas encore abordé ici la question de l'éducation et de comment on organise tout un espace d'apprentissage, toute une situation d'apprentissage pour qu'on puisse régler ces conditionnements opérants, par exemple, ou ces conditionnements. Mais l'idée par la suite, ce sera d'aller de plus en plus vers des choses opérationnelles, méthodiques, qui nous permettent de changer nous-mêmes ou de changer les autres autour de nous. Voilà, j'en ai fini. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.